Bien avant que les pyramides n'atteignent leur apogée, bien avant que Babylone ne surgisse des plaines, et bien avant que les grands empires de Perse, de Grèce et de Rome ne gravent leurs légendes dans la pierre, il existait une autre puissance, plus ancienne, plus audacieuse et infiniment plus mystérieuse. Un empire si ancien que sa capitale n'a jamais été découverte. Une dynastie si influente que tous les empires qui lui ont succédé ont, sans le savoir, suivi ses traces. Il s'agissait d'Akkad, le premier empire du monde, dont l'ascension fut aussi fulgurante que sa chute catastrophique. Pendant des millénaires, la vérité est restée enfouie sous les sables mouvants, les mythes à demi oubliés et les ruines qui attendent encore d'être découvertes. Voici l'histoire d'un empire qui a osé réécrire les règles de la civilisation et qui en a payé le prix. L'empire enfoui sous 1000 aubes. Avant même que les villes ne portent de nom, avant même que les empires ne se forment, les terres entre les fleuves, ces deux voies navigables sinueuses que nous appelons aujourd'hui le Tigre et l'Euphrate, étaient déjà antiques. Des civilisations s'y sont élevées et effondrées bien avant que le premier historien ne trempe sa plume dans l'encre. Là où le temps se replie sur lui-même, où chaque pas foule les vestiges de 1000 royaumes oubliés. De plus, aucune ville moderne n'est plus proche du cœur battant de ce monde antique que Bagdad. Une ville qui se dresse dans l'ombre d'empires si anciens que même leurs ruines ne sont plus que poussière. Une ville bâtie sur les épaules de civilisations qui ont façonné tout ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire. C'est ici, dans cette fournaise de mémoire et de lutte moderne, que commence notre récit. Pourtant, Bagdad n'est pas le premier colosse à dominer les plaines du sud de la Mésopotamie. Elle n'est que le plus récent chapitre d'une saga plus ancienne que la plupart des histoires que l'humanité se raconte. Au sud-est de la ville, dans une contrée désormais vidée de ses fleuves et de ses foules antiques, l'horizon se métamorphose. Bienvenue au pays des Tels. D'immenses collines artificielles, fruits de siècles d'accumulation inexorable de déchets, de tessons de poterie, de murs écroulés, de cendres d'anciens foyers, vestiges squelettiques de cités oubliées de leurs descendants. Ces monticules se dressent tels de vieux gardiens d'un royaume jadis dominé, leurs histoires enfouies sous des couches de poussière que le soleil a transformées en pierre. Quelque part entre Bagdad et le lointain golfe Persique, l'un de ces géants antiques domine l'horizon désert. Au sud-ouest de la modeste ville de Nassiriya s'élève un monticule si vaste et si mystérieux que les premiers voyageurs eurent du mal à croire qu'il fut l'œuvre de la main de l'homme. Sa forme est érodée, ses contours adoucis par des millénaires de vent, mais jadis, ce lieu fut une métropole du monde antique. Jadis, les rives fertiles et larges de l'Euphrate coulaient à ses portes. Aujourd'hui, le fleuve a parcouru des centaines de kilomètres, abandonnant le site il y a plus de 2 millénaires et ne laissant derrière lui que du sable mouvant, des briques de terre brisées et le silence. Pendant plus de 2000 ans, les vestiges de cette cité antique sont restés enfouis sous les décombres. Le vent, le sable et le temps ont tout recouvert, rues, temples, palais, jusqu'au souvenir de son nom. Puis un phénomène étrange s'est produit. Au milieu du XIXe siècle, d'étranges objets ont commencé à apparaître sur les marchés des villes voisines. Des tablettes d'argile, des sceaux finement gravés et des bibelots portaient des symboles indéchiffrables. Les marchands ignoraient leur provenance, sachant seulement que des nomades et des paysans les trouvaient parfois et les vendaient pour quelques pièces. Mais le monde changeait. Une révolution archéologique balayait l'Europe. Les chercheurs commençaient à soupçonner que les terres arides entre le Tigre et l'Euphrate recelaient un trésor immense. Puis une découverte capitale qui bouleversa le monde universitaire. Les étranges symboles cunéiformes gravés sur ces tablettes furent déchiffrés. Cunéiformes. Pour la première fois depuis des millénaires, les morts parlèrent. Ils parlèrent de rois dont les noms n'avaient pas été prononcés depuis des millénaires. Ils parlèrent de guerres livrées avant même que l'Égypte n'érige sa première pyramide. Ils parlèrent de cités si anciennes que la Bible elle-même semblait jeune à leur côté, mais un nom se détacha, celui de ce grand tumulus près de Nassiriya, Ur, berceau d'Abraham, la ville d'où, selon les Écritures, le patriarche de 3 des plus grandes religions du monde avait entrepris son long voyage vers l'ouest après la chute d'Ur. Cependant, si Ur avait réellement existé, que recelait-il d'autre, enfoui sous le sable?
Les premiers archéologues se souciaient peu des fouilles archéologiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Leur objectif était de collecter des tablettes et des artefacts, des objets à rapporter dans des musées, loin des terres qui les avaient créés. Ils creusaient rarement en profondeur, ils posaient rarement des questions, mais dans les années 1920, une nouvelle ère, plus scientifique, s'annonçait, et l'homme qui allait tout changer fit son apparition dans le désert, Sir Leonard Woolley. Ce n'était pas un archéologue ordinaire, il avait été formé par Sir Arthur Evans, celui qui avait mis au jour le monde minoen en Crète et avait fouillé aux côtés de T.E. Lawrence d'Arabie en personne. Max Mallowan est une romancière discrète et observatrice qui écrirait plus tard sur son séjour parmi les ruines, l'accompagnait, Agatha Christie, la future épouse de Mallowan. Le monde entier retint son souffle lorsque Woolley ordonna de creuser la première tranchée dans le tumulus. Ce qu'ils allaient découvrir allait fasciner l'humanité. Presque aussitôt, Woolley comprit qu'il se trouvait au sommet de l'une des capitales resplendissantes du monde sumérien, peut-être son joyau. Au fil des années, les fouilles prirent une ampleur colossale. 14 années de fouilles, 14 années de poussière, de sueur, de découverte et de stupeur. Couche après couche, le site révélait une chronologie ininterrompue s'étendant de 5000 à 500 avant Jésus-Christ, soit environ 4500 ans d'occupation humaine continue. À son apogée, la ville abritait quelques 65 000 habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes cités du monde à cette époque. Des zigouras imposantes s'élevaient vers le ciel, des canaux irriguaient d'immenses champs, des temples resplendissaient de pierres, de métal et d'offrandes rituelles. Pourtant, les découvertes ne s'arrêtèrent pas là. La quête européenne des origines bibliques avait accidentellement mis au jour quelque chose de bien plus vaste, une civilisation plus ancienne, plus complexe et plus influente que quiconque ne l'avait imaginé. Les Sumériens. Parmi les tombes que Woolley a mises au jour, certaines étaient si somptueuses, si luxueuses, qu'elles rivalisaient avec les trésors des pharaons. Des milliers et des milliers de sépultures révélaient une culture dont les routes commerciales s'étendaient à travers le monde connu. Puis vint la découverte qui stupéfia Woolley lui-même, le cimetière royal. Une nécropole datant du milieu du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Elle recelait des trésors tels que de l'or, du lapis-lazuli, de la cornaline, de l'argent, du bronze, de la chlorite, autant de matériaux qui firent parfois croire à Woolley qu'il avait pénétré au cœur même de la mythologie. Instruments de musique, chars, armes forgées avec une habileté hors du commun. Des coiffes royales confectionnées dans un or si fin qu'il flottait comme un tissu. Des objets qui révélaient un monde de rois, de reines, de prêtres et de guerriers dont l'identité s'était perdue depuis 4000 ans. Des sacrifices humains disposés autour des tombes royales comme des gardiens silencieux. Une civilisation plus ancienne que la Bible et que la plupart des mythes connus. C'était l'apogée du monde sumérien. Cependant, derrière ces découvertes se cachent les indices d'une autre histoire, celle de l'Empire akkadien. Bientôt ses secrets émergeraient des sables. L'aube ultime de la grandeur sumère. Les découvertes de Woolley et celles des archéologues qui ont suivi ces traces ont permis de mettre au jour bien plus que de simples artefacts. Elles ont reconstitué le portrait saisissant d'un monde débordant de richesses, de hiérarchies et de privilèges éclatants. Un monde où les vivants érigeaient des monuments à leur propre gloire et où les morts reposaient dans un faste digne des dieux. Parmi les découvertes les plus époustouflantes figure la sépulture de la reine Pouabi, dont le mobilier funéraire scintille encore aujourd'hui sous les vitrines des musées. Ses bijoux, notamment des tresses d'or délicates, des perles de lapis-lazuli aux teintes crépusculaires et des coiffes finement travaillées, témoignent non seulement d'un statut royal, mais aussi d'une société capable d'un savoir-faire artistique et technique extraordinaire. De plus, Pouabi n'était pas un cas isolé. Son tombeau n'était qu'une étoile parmi une constellation de cités-États riches, puissantes et planifiées avec minutie, qui prospéraient jadis dans le sud de la Mésopotamie. Il ne s'agissait pas de villages, mais de métropoles, les premiers véritables centres urbains que l'humanité ait jamais connus. En à peine un millénaire, les Sumériens accomplirent un exploit sans précédent. Ils sculptèrent les premières villes dans la boue des plaines inondables, les entourèrent de hautes murailles défensives et les couronnèrent de sanctuaires religieux monumentaux appelés zigouras.
Ces temples à degrés étaient les gratte-ciel de leur époque, symboles d'ambition, de génie technique et de puissance divine. Qui plus est, au cœur d'un paysage étonnamment dépourvu de ressources naturelles. Sans forêt, sans carrières de pierre, sans montagnes ni gisements minéraux, les Sumériens parvinrent à forger la civilisation la plus sophistiquée de son temps. Ils apprivoisèrent les rivières, maîtrisèrent la terre, et réussirent même à faire naître la vie sur une terre qui n'offrait rien d'emblée. Grâce à des canaux d'irrigation révolutionnaires et à des méthodes agricoles avancées, ils augmentèrent considérablement la production alimentaire, dépassant largement les besoins de subsistance. Les surplus de céréales s'accumulèrent. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un grand nombre de personnes n'eurent plus à se soucier uniquement de leur survie. Au lieu de cela, ils abandonnèrent leurs charrues et consacrèrent leur vie à d'autres activités telles que l'artisanat, l'astronomie, les mathématiques, la métallurgie, l'architecture, la politique et le sacerdoce. Ce fut une avancée civilisationnelle si monumentale qu'elle changea le cours de l'histoire humaine, mais une invention allait toutes les surpasser. De tous les dons que nous ont légués les Sumériens, aucun n'a autant transformé l'humanité que la création d'un système d'écriture complexe, le cunéiforme. À l'origine, l'écriture avait une fonction pratique, la comptabilité. Liste de bétail, quantité de céréales et expédition de marchandises, des chiffres et des symboles soigneusement gravés dans l'argile par le stylet d'un scribe. Pourtant, au fil du temps, un miracle se produisit. L'écriture devint un outil de narration pour l'histoire, la mythologie, le droit, la royauté et la religion. Grâce à l'écriture, les Sumériens furent les premiers à consigner leur propre passé, assurant ainsi que leurs triomphes, leurs peurs et leurs rêves leur survivraient. Ces innovations jetèrent les bases de certaines des cités-États les plus riches et les plus complexes que le monde ait jamais connues. Leurs rois régnaient sur de petits royaumes puissants, chaque cité rayonnant de culture, de commerce et de ferveur religieuse. Mais la prospérité a un prix, et derrière la gloire sumérienne se cachait une pression qui s'était accumulée depuis des siècles. Quelques générations seulement après le règne de la reine Pouabi, Sumer commença à décliner. Au XXIVe siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or était sur le point de commencer. Dès ses origines, la civilisation était marquée par une profonde fracture, une poignée de privilégiés au sommet et la multitude qui peinait en bas. Loin d'être tous, les premiers habitants de Sumer profitaient de la splendeur des cités. En réalité, la plupart n'en bénéficiaient pas du tout. Des tablettes d'argile découvertes dans des cités-États comme Lagash révèlent un tableau sombre d'inégalités croissantes. Une petite classe sacerdotale héréditaire dominait les terres, les richesses et le pouvoir politique. Pendant ce temps, le peuple luttait contre des dettes si écrasantes qu'il n'avait souvent d'autre choix que de vendre ses propres enfants comme esclaves pour survivre. Bien que les sources documentaires divergent, les chercheurs estiment que des crises sociales similaires couvaient dans de nombreuses cités sumériennes. La pression atteignait un point de rupture. Le rayonnement de la civilisation avait laissé place à un désespoir croissant. Puis, entre 2350 et 2340 avant Jésus-Christ, tout bascula. À une date encore débattue par les historiens, un nouveau et redoutable souverain s'empara du pouvoir dans la cité-État d'Umma, rivale de longue date de Lagash. Les deux cités s'affrontaient depuis des siècles, se livrant à des luttes intestines pour le contrôle des terres, des ressources en eau et la domination politique. Lagash avait pourtant généralement conservé l'avantage. Mais ce nouveau dirigeant était différent. Animé par l'ambition, la vengeance, ou peut-être les deux, il lança une attaque dévastatrice contre Lagash. Les textes anciens rapportent qu'il massacra la population, rasa les temples et réduisit en ruine l'une des cités les plus fières de Sumer, mais il ne s'arrêta pas là. Il poursuivit sa marche, conquérant d'autres cités-États sumériennes et se vanta plus tard d'avoir créé un empire s'étendant du golfe Persique jusqu'à la mer Méditerranée. Une affirmation qui, si elle était vraie, aurait fait de lui l'architecte du premier empire mondial de l'histoire. Son nom était Lugalza-Gezi. La plupart des historiens estiment aujourd'hui qu'il a exagéré l'étendue de son empire. Au mieux, il a peut-être unifié les cités sumériennes sous son contrôle, ce qui constituait déjà un exploit monumental. Si son règne avait perduré, il aurait pu être considéré comme le fondateur du premier grand empire du monde, mais l'avenir était bien différent. Au nord,
une nouvelle puissance émergeait. Une terre mentionnée dans la Bible, Akkad. De cette terre naquit un homme dont le nom de naissance est inconnu. Un homme qui se ferait plus tard appeler Sharukin, le roi légitime. Pourtant, l'histoire le retient sous un autre nom, Sargon d'Akkad, le premier grand roi de l'empire akkadien, celui que l'on considère généralement comme le premier véritable empereur de l'histoire. Quelques générations après son règne, les Sumériens furent éclipsés par les succès d'une nouvelle puissance, plus dominante. Pendant les 2000 années suivantes, chaque royaume qui se serait élevé en Mésopotamie se souviendrait des Akkadiens, les vénérerait, les craindrait ou tenterait de les imiter. Les humbles débuts de Sargon. Chaque époque produit des milliers de dirigeants, chefs, rois, fonctionnaires et commandants. Pourtant, le monde les oublie presque aussitôt. Ils s'élèvent, règnent, chutent, et l'histoire les ignore. Néanmoins, de temps à autre, le cours du temps se penche sur un seul être. Un être né avec une force de caractère si acérée qu'elle transperce le monde qui l'entoure. Un être dont les ambitions dépassent les frontières de son lieu de naissance. Un être qui refuse d'hériter du monde tel quel et le façonne en quelque chose de nouveau. Les époques suivantes célébreront des figures comme Cyrus le Grand, qui unifia le plateau iranien et forgea un empire d'une tolérance sans pareille. Elles s'émerveilleront d'Alexandre, dont l'énergie inlassable porta la culture grecque à travers les continents. Elles étudieront Jules César, dont le génie politique fit tomber une république qui se croyait inébranlable. Mais le monde antique n'a jamais connu une telle figure 1000 ans avant elle. Dans les lointaines ombres du 3e millénaire avant JC, apparut un homme dont l'existence même redéfinit la conception du pouvoir chez les humains, Sargon d'Akkad. La vérité sur sa jeunesse est enfouie dans les mythes et les mémoires. Ce qui subsiste sur les tablettes antiques est un mélange de folklore murmuré, de propagande politique et de vagues aperçus d'un enfant bien réel dans un monde bien réel. Une version commence avec une prêtresse terrifiée et honteuse. Ses vœux sacrés lui interdisaient d'avoir des enfants et, pourtant, la voilà avec un nourrisson dans les bras, consciente des conséquences potentiellement mortelles. Sa solution était désespérée, mais pas inédite. Elle enduisit un panier de roseaux de pois noirs, le même goudron imperméable utilisé pour sceller les bateaux sur l'Euphrate. Elle y déposa l'enfant. Elle murmura les adieux que murmurent les mères quand le monde ne leur laisse aucun choix. Puis, elle le laissa partir. L'eau emporta le panier à travers les roseaux, son petit passager pleurant contre le grondement du courant. Seuls les dieux savaient si le fleuve était destiné à le tuer ou à le sauver. Le destin en décida autrement. Plus bas sur le fleuve, un homme nommé Aki, porteur d'eau dont les journées étaient consacrées au transport de jarres et au puisage d'eau au puits, découvrit l'étrange petite embarcation. La légende raconte qu'il prit l'enfant dans le panier, l'enveloppa dans un manteau et l'emmena chez lui. Dès lors, le garçon, qui, un jour, régnerait sur le monde, commença sa vie comme fils adoptif d'un simple journalier. Un autre document ancien, rédigé des siècles plus tard dans la liste royale sumérienne, dépouille l'histoire de tout romantisme et réduit les origines de l'enfant au fait qu'il était le fils d'un jardinier. Que sa mère ait été prêtresse ou qu'il soit simplement né dans la pauvreté, le message était le même. Sargon n'était pas issu d'un trône. Il n'était pas issu d'un milieu privilégié. En réalité, il s'est élevé de rien, et c'est peut-être pourquoi son histoire est devenue irrésistible pour les générations qui lui ont succédé. L'idée que le plus grand souverain de la terre ait commencé sa vie tout en bas de l'échelle sociale. En grandissant, Sargon fut conduit par les méandres du destin vers la cité-État de Kish. Kish se trouvait à un carrefour stratégique, tant au sens propre qu'au sens figuré. La ville contrôlait l'accès au fleuve du Nord, ce qui lui conférait une emprise considérable sur les cités en aval. Dans un monde où l'eau déterminait la survie, Kish était un atout précieux. C'est là que Sargon entra au service d'Urzababa, roi de Kish, non pas comme soldat, ni comme fonctionnaire, mais dans une fonction bien plus intime, celle d'échanson royal. Pour nos oreilles modernes, cela ressemble à un rôle de serviteur. Pourtant, dans l'ancien Proche-Orient, l'échanson était le garant de la vie du roi. La crainte du poison était omniprésente, et l'homme qui servait le roi à boire devait inspirer une confiance absolue. Sargon était toujours auprès du roi, au conseil, lors des rituels, dans les appartements privés, et même lorsque la vigilance du souverain était relâchée. Il entendait les conversations réservées aux dirigeants
et apprit ainsi la diplomatie en observant le déroulement des négociations. Il étudia les rouages de l'autorité, qui s'inclinait, qui résistait, qui complotait en silence. Il comprit comment s'achetait la loyauté et comment la peur était instrumentalisée. Et pourtant, il demeura un étranger. Il parlait akkadien dans un pays dominé par les locuteurs sumériens. Il était issu d'une lignée modeste, au sein d'une aristocratie qui vénérait ses ancêtres. Il arpentait les couloirs du palais sans appartenir à aucune de ses factions. Les étrangers perçoivent souvent les failles avant tout le monde, et Sargon prenait discrètement des notes sur la façon dont une civilisation entière pourrait tomber entre ses mains s'il osait s'en emparer. À un moment donné de cette ascension fulgurante, Sargon saisit une opportunité inattendue et fonda une nouvelle cité. Une cité sans histoire ancienne, sans temple sacré, sans famille noble. Il la nomma Akkad. Plus tard, des scribes décriraient cette cité avec révérence, presque avec admiration. Akkad devint synonyme de richesse, de puissance et de génie politique. Elle fut la capitale du premier empire de l'histoire de l'humanité, le centre d'un monde politique entièrement nouveau. Mais le plus étrange est le suivant. Akkad a disparu. Les archéologues ne l'ont jamais retrouvé. Son emplacement n'est connu que de façon très vague, quelque part au nord de Sumer, non loin de Kish, non loin du futur site de Babylone, ni murs, ni tessons de poterie, rien. Nombreux sont ceux qui pensent que des rivières changeantes l'ont enfoui sous d'épaisses couches de limon. D'autres soupçonnent que des empires ultérieurs l'ont démantelé pierre par pierre. On pense que sa disparition était intentionnelle, que la destruction d'Akkad fut si violente, si absolue, que l'histoire elle-même eut du mal à s'en souvenir. Pourtant, malgré sa disparition, le système administratif qui y fut créé remodela le Proche-Orient pendant des millénaires. Un gouvernement central, une langue standardisée, des gouverneurs provinciaux, une armée permanente, un réseau routier pour les communications impériales et une bureaucratie qui survécut à l'empire lui-même. Tous les autres empires, comme les empires babyloniens, assyriens et perses, empruntèrent quelque chose à Akkad. La ville a peut-être disparu, mais ses idées ont survécu. Lorsque les rois ultérieurs se penchèrent sur des siècles d'histoire, le nom de Sargon n'apparut pas simplement. Il devint le symbole de tout ce qu'un grand roi devait être. Certains exploits attribués à Sargon pourraient être à ses fils, d'autres pourraient être à ses généraux. Certains furent probablement hérités d'anciennes traditions sumériennes, mais dans la mémoire collective du monde antique, Sargon demeura unique. Le premier conquérant, le premier empereur, le premier à imaginer un monde où les nations fusionneraient en une seule entité politique. Avant lui, les cités s'auto-gouvernaient. Après lui, les empires devinrent le nouveau modèle de la civilisation humaine. L'histoire de Sargon est celle du moment où l'humanité a compris que le monde pouvait être réorganisé par une vision pure. Plus encore, cette prise de conscience a tout changé. Naissance d'un empire, fin d'une ère. C'était une époque où les empires n'étaient pas encore gravés dans la pierre et couronnés par l'approbation divine. Une époque gouvernée par les Lugals, ces hommes forts et rudes qui imposaient l'obéissance non par les cieux, mais par la seule force de leur personnalité. Ils étaient les chefs de leur temps, des hommes dont l'autorité reposait sur leurs lances acérées, leurs bandes de guerriers fidèles et la crainte qu'ils inspiraient d'un seul regard. Dans les plaines poussiéreuses de l'ancienne Sumer, le pouvoir ne venait pas de la lignée, mais de celui qui pouvait tenir le plus longtemps les portes d'une ville. Au moment même où Sargon faisait ses premiers pas dans la vie publique, le roi Duma, Lugal-Zaghezi, fit un geste audacieux et sans précédent. Il abandonna son siège natal et transféra son pouvoir dans la cité colossale d'Uruk, l'une des plus anciennes villes géantes de la Terre. Cependant, il n'était pas seul. Il marcha avec des soldats, des administrateurs et des scribes, annexant des territoires sur son passage et unifiant les cités-États détruites du sud de la Mésopotamie en une entité qui ressemblait étrangement à un empire naissant. L'histoire attribue souvent à Sargon de nombreuses premières. La première armée permanente, le premier empire terrestre, la première véritable bureaucratie impériale. Pourtant, une lecture attentive des tablettes d'argile laissées par la civilisation révèle une autre vérité. Lugal-Zaghezi l'a peut-être devancé dans presque tous ses domaines. Les vestiges archéologiques suggèrent qu'il fut le premier à régner de la mer de Chine méridionale à la mer de Chine méridionale et du golfe Persique à la Méditerranée.
exerçant son autorité sur 50 gouverneurs et anéantissant l'indépendance des cités sumériennes les plus prospères. De plus, parmi ces cités soumises figurait Kish, le lieu même où Sargon s'affirmait. À une telle époque, il était presque inévitable que Sargon tente de conquérir le pouvoir. Mais s'emparer du trône de Kish ne lui suffirait jamais. Sargon savait que pour surpasser tous les Lugals qui arpentaient les plaines, il lui faudrait abattre celui qui projetait la plus grande ombre. Pour conquérir un royaume, il lui suffisait de courage. Pour bâtir un empire, il lui fallait décapiter le serpent, et le serpent, par chance, s'était fait de nombreux ennemis. Les détails de ce qui suivit se fondent dans la légende, mais les fragments qui nous sont parvenus brossent le tableau d'une audace stupéfiante. Peu après que Lugal-Zaghezi eut envahi Kish et s'en fut emparé, Sargon rassembla une poignée de fidèles inébranlables et prit le risque le plus périlleux qui soit. Il marcha droit sur Uruk. Dès lors, les tablettes prennent une dimension grandiose, presque théâtrale, comme si les scribes eux-mêmes savaient que cet instant résonnerait à travers l'éternité. Ils relatent la proclamation par Sargon de ses titres, roi d'Akkad, élu d'Ishtar, oint d'Anu, roi de l'univers. Des titres qui sonnent comme de l'arrogance, jusqu'à ce que l'on comprenne qu'il entendait bien les faire siens. Contre toute attente, il écrasa Uruk, brisa ses défenseurs, détruisit ses murailles, dispersa ses gouverneurs comme de la cendre au vent, et au cœur de la cité en ruine, il captura Lugal-Zaghezi, l'homme qui avait presque unifié Sumer devant lui. Ce qui suivit fut un véritable théâtre, un rituel et une déclaration au monde antique. L'ancien ordre était mort. Ligoté et humilié, Lugal-Zaghezi fut traîné jusqu'à la porte sacrée d'Enlil, dans la ville sainte de Nippur. Ce n'était pas un champ de bataille, c'était un sanctuaire, le cœur même de la légitimité divine en Mésopotamie. En livrant son rival en ce lieu, Sargon adressait un message clair à tous les observateurs. Les dieux avaient changé de camp, l'ère des Lugals de Sumer était révolue et une nouvelle puissance s'était levée. Le sort de Lugal-Zaghezi, après cette humiliation symbolique, se perd dans les méandres du temps. Aucune tablette ne nous révèle sa destinée. Son histoire s'interrompt brutalement, comme engloutie par le silence même imposé par Sargon. Pourtant, l'histoire de Sargon ne faisait que commencer. Contrairement à ses sombres débuts, le règne de Sargon est exceptionnellement bien documenté. Tablettes d'argile, registres administratifs, inscriptions royales, tous révèlent un homme qui consacra autant de temps à réprimer les rébellions qu'à conquérir des cités. Les fières cités-États de Sumer, jalouses de la domination d'Akkad, se soulevèrent à maintes reprises. À chaque fois, Sargon les écrasa grâce à l'efficacité brutale de l'armée qu'il commandait personnellement. Ces soldats n'étaient pas de simples troupes temporaires, c'étaient des hommes professionnels, fidèles à sa personne. Par la force, la terreur et une diplomatie habilement orchestrée, il parvint à contenir les cités rebelles suffisamment longtemps pour remodeler le monde sous son joug. Après des décennies de campagnes, de réformes et d'une consolidation implacable, Sargon sortit victorieux et incontesté de son empire. Il régna sur Sumer et Akkad. Il réorganisa leurs lois, remodela leurs administrations et forgea une nouvelle identité qui unissait les deux peuples sous une même couronne. Vers 2334 avant notre ère, sa victoire était totale. L'ère prédynastique de Sumer et l'âge des cités-États s'achevèrent. Une nouvelle époque s'ouvrait, la période akkadienne. De plus, durant les siècles qui suivirent, bien après sa mort, des rois de Babylone à la Perse continuèrent d'emprunter son titre de roi d'Akkad. Comme s'il portait en lui une étincelle sacrée de légitimité, ils ne purent jamais s'en emparer pleinement. Sargon devint le modèle de l'Empire et Lugal-Zaghezi tomba dans l'oubli. Des siècles plus tard, au XIXe siècle, lorsque les archéologues européens commencèrent à creuser les tertres de Mésopotamie, ils cherchaient les origines de leur propre civilisation. Ils découvrirent alors des ruines si anciennes que même les récits bibliques semblaient récents à côté. Un tertre après l'autre fut mis au jour. Une cité oubliée après l'autre reprit vie. Le joyau de ces découvertes fut Ninive, l'imposante capitale de la Syrie. Fouillée par Austin Henry Layard, elle révéla des palais, des reliefs, des bibliothèques, tout un monde de l'âge du fer ressuscité. Pourtant, sous ces somptueuses dalles assyriennes, les archéologues découvrirent quelque chose de plus ancien, quelque chose d'étonnant.
des strates appartenant aux Acadiens. En 1931, ils mirent au jour l'un des plus grands trésors de l'art antique, une tête en bronze d'un roi acadien qui faisait autrefois partie d'une statue complète aujourd'hui disparue. Son visage était royal, sévère, d'un réalisme presque inouï pour l'époque. Peut-être délibérément, dans un acte de rébellion survenu des siècles plus tard, elle conserva un regard presque vivant. Certains pensent qu'elle représentait Sargon, d'autres son petit-fils Naram-Sin. En vérité, nul ne le sait, mais la qualité artistique était indéniable, tout comme le message. Il ne s'agissait pas d'une simple ressemblance. C'était un réceptacle façonné pour rayonner la présence du roi, pour se tenir là où il ne pouvait être, pour rappeler à chaque observateur que les rois d'Akkad ne se contentèrent pas de régner. Ils existaient au-delà des limites de la chair. Que la tête ait survécu jusqu'au 7e siècle avant notre ère, pour être brutalement défigurée lors du sac de Ninive, suggère que son pouvoir, ou du moins son symbolisme, a perduré pendant plus de 1000 ans. Les Assyriens la craignaient et les rebelles la haïssaient, mais nul ne l'ignorait. La figure ne ressemblait en rien aux souverains sumériens souriants et chauves, souvent représentés dans des poses paisibles. Ce roi portait une coiffure élaborée et un regard d'une intensité troublante. Était-ce une perruque? Peut-être était-ce une nouvelle mode acadienne? Ou peut-être affirmait-ce qu'Akkad n'était pas Sumer et que Sargon était différent des rois qui l'avaient précédé. Car ce qu'il avait entrepris en Sumer était véritablement révolutionnaire et le monde allait bientôt en subir les conséquences. La destruction de l'Ancien Ordre. Pendant plus de 1000 ans avant l'apparition de Sargon sur la scène de l'histoire, Sumer avait été gouverné par une alliance ancestrale et un partenariat indéfectible entre le clergé et les familles nobles. Ensemble, ils formaient un appareil d'État omniprésent. Les temples n'étaient pas de simples centres religieux. Ils étaient à la fois banques, universités, greniers, tribunaux et sièges politiques. Chaque offrande, chaque champ, chaque travailleur, chaque gramme de grain excédentaire passait entre leurs mains. Des clans sacerdotaux héréditaires administraient de facto des villes entières. Des familles dont le nom se transmettait de génération en génération, qui invoquaient la faveur des dieux comme preuve de leur droit à régner. Ces familles régnaient sur des domaines religieux si vastes et si riches qu'ils ressemblaient à des royaumes miniatures. Puis Sargon arriva et l'ancien système s'effondra. Dès son accession au pouvoir, il ne s'attaqua ni aux villes ni aux armées, mais aux fondements mêmes qui avaient soutenu Sumer pendant des siècles. Il brisa le pouvoir de ces familles sacerdotales et lignées nobles avec une précision chirurgicale, les dépouillant des domaines qui les rendaient intouchables. À leur place, il installa des hommes de son choix, des gouverneurs acadiens dont la loyauté n'était pas héréditaire mais acquise. Ces nouveaux gouverneurs n'étaient pas de simples intendants. Ils furent récompensés par une richesse sans précédent, le contrôle des domaines agricoles, des entrepôts, des concessions de terre et des revenus qui alimentaient autrefois les temples. Servir Sargon était synonyme de prospérité. S'opposer à lui, c'était s'exposer à la ruine. De tels privilèges s'accompagnaient d'une loyauté indéfectible, et c'est précisément sur la loyauté que Sargon bâtit son empire. Ces hommes ne se contentaient pas de gouverner. Ils investissaient dans l'avenir d'Akkad car leur fortune entière en dépendait. Plus l'empire prospérait, plus il prospérait. Et pour la première fois dans l'histoire sumérienne, les nobles qui régnaient sur le pays n'étaient plus liés à d'anciens dieux, mais à un seul homme. Ce fut une transformation si radicale que l'ancien sacerdoce ne s'en remit jamais. La lignée séculaire des intendants de temples, propriétaires terriens et gardiens sacrés de Sumer, vit son pouvoir s'effondrer du jour au lendemain. Leurs domaines furent saisis, des compensations parfois offertes, mais celles-ci pesaient peu de choses face à une exigence imposée plutôt qu'à une négociation. Et lorsque la résistance se manifesta, les conséquences furent terribles. Les temples furent épargnés de la destruction, mais non de la prise de contrôle. Sargon plaça ses fidèles à la tête des centres religieux les plus importants et les plus riches de la région. Dans l'une des nominations les plus stratégiques de son règne, il nomma sa propre fille grande prêtresse de l'immense complexe du temple du dieu Lune Nanna dans la cité d'Ur. Elle fut plus tard connue sous le nom d'Enedouana. Ce faisant, il accomplit un double objectif. Il conféra à sa dynastie une légitimité divine et s'assura que les richesses du temple reviennent aux Akkadiens. Sargon ne se contentait pas de bâtir un empire,
Il remodelait Sumer de l'intérieur. Une fois son emprise sur Sumer solidement établie, Sargon porta son regard au-delà de ses frontières. Ces inscriptions glorifient des conquêtes s'étendant de la frontière iranienne d'Elam à l'est jusqu'aux eaux scintillantes de la Méditerranée à l'ouest. Que ces affirmations soient exagérées ou non, une vérité demeure indéniable. Sous son règne, l'empire akkadien absorba des routes commerciales cruciales, artères de richesse reliant des civilisations lointaines. Bois, métaux, pierres, produits rares, animaux exotiques, teintures, objets d'art, tout transitait autrefois par des intermédiaires. Mais désormais, Sargon contrôlait le carrefour du monde antique. Caravanes, marchands, émissaires et tribus circulaient sous son autorité. Pourtant, ces terres étrangères n'étaient pas de vaines conquêtes, elles étaient des mosaïques de cultures, des régions entières, parlant des langues différentes, vénérant des divinités inconnues et suivant des traditions séculaires. Sargon ne se contenta pas de piller ces régions, il les intégra dans un cadre politique unique, une première mondiale. Des empires limiteraient pendant des millénaires, mais il fallait bien qu'un pionnier le fasse. Dans les années 1960, des archéologues italiens ont mis au jour une cité engloutie par le temps. Ebla, une vaste métropole de l'âge du bronze en Syrie. Leur découverte a stupéfié le monde. Des milliers de tablettes d'argile, l'une des archives les plus importantes du Proche-Orient ancien. Contrairement à la plupart des lieux conquis, Ebla a laissé des traces vocales. Des indices et des fragments de noms, de titres et d'événements enfouis dans les ruines laissaient supposer que Sargon lui-même, ou peut-être son fils, figurait dans les registres administratifs de la ville peu avant sa destruction. Ebla, jadis une puissance indépendante, tomba et devint une partie de la sphère d'influence akkadienne. La ville qui avait façonné la Syrie primitive n'était plus qu'un avant-poste provincial de l'empire de Sargon. Sa chute marqua non seulement une victoire militaire, mais aussi un bouleversement du centre culturel de toute la région. Pendant des siècles, Sumer avait été le centre de la civilisation. Ses temples dominant les plaines, ses systèmes d'irrigation transformant les terres arides en terres fertiles, ses villes influençant la culture pendant des générations. Cependant, Sargon chercha alors à déplacer ce monde vers le nord. Il établit une nouvelle capitale, Akkad, quelque part le long de l'Euphrate. Son emplacement précis reste un mystère à ce jour, mais son influence est indéniable. Sargon la remplit de palais somptueux pour lui et sa famille et fit construire des temples monumentaux dédiés à ses dieux, en particulier à Ishtar, dont il prétendait que la faveur divine était la source de ses victoires. Depuis Akkad, il gouvernait l'Empire, une cité conçue pour projeter la puissance. Une cité qui allait devenir le symbole du pouvoir impérial pendant 2000 ans. Et pour maintenir ce pouvoir, Sargon eut recours à un outil que ses futurs empires utiliseraient à maintes reprises, la propagande. Pour la première fois dans l'histoire, un roi commença à se vanter des pertes ennemies exactes, des chiffres gravés dans la pierre, à la vue de tous. À une époque où les batailles étaient commémorées par les mythes et la poésie, Sargon insistait sur les statistiques. Il jurait de l'exactitude de ses affirmations, se présentant non comme un conteur, mais comme l'autorité suprême. C'était une stratégie. En proclamant l'ampleur de ses victoires, Sargon inspira à la fois crainte et terreur. Il favorisa un culte de la personnalité qui le dépeignait comme invincible, divinement protégé et éternellement victorieux. La peur maintenait le peuple sous son joug, puis il entreprit sa réforme administrative la plus radicale. Sargon déclara l'akkadien langue administrative officielle de l'Empire. Mais l'Empire qu'il gouvernait désormais était composé de multiples dialectes, sumériens, élamites, ourites, langues sémitiques occidentales et d'innombrables variantes locales. Il n'effaça pas ces langues, il les fit simplement disparaître. Les scribes continuèrent d'étudier le sumérien. Les écoles continuèrent d'écrire dans cette langue. Cependant, l'akkadien étant désormais indispensable pour le droit, le gouvernement, les impôts et la diplomatie, l'ancienne langue s'estompa peu à peu. L'akkadien se répandit comme une marée portée par les soldats, les marchands et les colons que Sargon installa à travers Sumer. Au fil des générations, l'akkadien devint la langue commune de la région, tandis que le sumérien tomba dans l'oubli, se cantonnant à un usage rituel, survivant longtemps après sa disparition du langage courant. Akkad n'était plus seulement un centre politique, elle devint un pôle économique majeur.
Les quais d'Akkad s'encombrèrent de bateaux en provenance de Dilmun et de Magan, les actuels Bahreïn et Oman. Ces navires transportaient du cuivre, du bois, des pierres précieuses et des marchandises venues des confins du monde connu. Des caravanes venues d'Anatolie, d'Élam, du Levant et d'Arabie encombraient les rues de la ville, débordant de commerce. Les marchands s'installèrent de façon permanente, les fonctionnaires percevaient impôts et péages, et les marchés bourdonnaient de conversations en une demi-douzaine de langues. Akkad était devenue non seulement une capitale impériale, mais aussi une capitale mondiale. Et, chose remarquable, même les cités sumériennes qui avaient jadis dominé la région en profitèrent. Leurs archives témoignent d'un monde soudainement en expansion, d'une influence qui s'étendait bien au-delà des limites de leur époque. Sous l'unification akkadienne, elles n'étaient plus de simples intermédiaires. Elles bénéficiaient de liens directs avec des régions autrefois hors de leur portée. Cependant, une telle expansion entraîna des conséquences auxquelles aucun roi, pas même Sargon, n'était pleinement préparé. Les racines de son empire s'étendaient, certes, mais pas toujours en profondeur. La chute de Kazulu. Tandis qu'Akkad s'étendait, Kazulu demeurait sur les rives de l'Euphrate, telle une cicatrice tenace, une cité qui avait jadis osé se soulever contre Sargon le Grand en personne. Des années auparavant, sa rébellion avait été réprimée dans le sang, des milliers d'habitants avaient été massacrés et les survivants contraints de se soumettre aux bottes de l'armée akkadienne. Mais le temps a la fâcheuse habitude de rallumer les braises, et lorsque Rimouche, fils de Sargon, monta sur le trône, Kazulu se souleva de nouveau. Cette fois, cependant, le châtiment serait encore plus cruel. Les chroniques contemporaines décrivent les troupes de Rimouche pénétrant dans la ville avec une précision terrifiante, le bruit des armes de bronze s'entrechoquant contre les murs de pierre résonnant comme le tonnerre. Leur avancée fut impitoyable. Il n'y eut aucun répit pour les défenseurs désespérés. Les textes akkadiens rapportent que 12 000 soldats rebelles furent tués et 5 000 autres réduits en esclavage, leur destin scellé par les chaînes. Lorsque la fumée se dissipa, les imposantes murailles de Kazulu étaient en ruine, pierre par pierre. La poussière engloutit l'horizon comme pour effacer de la mémoire la résistance de la cité, et Kazulu n'était pas seul. Élam, antique et fier, partageait la même fureur. Des inscriptions gravées sur des objets précieux racontent le massacre de milliers d'hommes, le pillage des trésors et la remise triomphale du butin à Agad et Nippur, cœur spirituel de la Mésopotamie. Chaque victoire renforçait la confiance de Rimouche. Peut-être trop, car à chaque conquête, il se croyait désormais affranchi des limites de la condition humaine, devenu un être supérieur, divin. Cependant, les dieux savent rappeler aux rois leur mortalité, et bientôt Rimouche allait apprendre cette leçon de la manière la plus tragique qui soit. Après seulement 9 ans de règne, le règne de Rimouche s'acheva non sur un champ de bataille, mais dans les chambres feutrées de sa propre cour. Des assassins vinrent le chercher, non avec des dagues, mais avec les outils de la bureaucratie. Des sceaux cylindriques, enroulés autour de son cou, l'étranglant. Ironie macabre, tué par les symboles mêmes de l'administration impériale. Les tablettes ne disent pas qui a ordonné le meurtre. Peut-être personne n'osait-il écrire la vérité. Rimouche avait de nombreux ennemis, à l'extérieur comme à l'intérieur de ses murs, mais un suspect se distingue. Manishtushu, son frère aîné. Qu'il ait orchestré le meurtre ou qu'il ait simplement comblé le vide, il monta bientôt sur le trône et hérita des guerres dévastatrices laissées par son frère, et ses actions suivantes allaient remodeler l'empire de l'intérieur. Il y a environ 4260 ans, une scène extraordinaire se déroula au cœur d'Akkad. 964 hommes étaient réunis pour un festin monumental, des tables croulant sous le rôti de mouton et de porc, du pain encore chaud sorti du four, des légumes assaisonnés d'épices venus de contrées lointaines, et, bien sûr, des tonneaux de bière mésopotamienne épaisse qui coulaient à flots. À proximité se tenaient 49 témoins, silencieux et vigilants, leur présence plus une formalité qu'un avertissement. Ils étaient là pour veiller à ce que la journée se déroule sans accroc. Car les 964 hommes attablés s'apprêtaient à céder leurs terres ancestrales en échange de seulement 2 années de récolte. Ces témoins étaient peut-être bien ceux qui recevaient ces terres. Une nouvelle élite de jeunes hommes ambitieux, en quête des faveurs du roi, écartait la classe traditionnelle des propriétaires terriens. De plus, cette scène n'était pas un cas isolé. Des tablettes datant du règne de Manishtushu
montrent que ce phénomène se produisait dans tout l'Empire. Le roi consolidait son pouvoir, restructurait les terres et construisait de vastes centres administratifs, des lieux comme Tel Leilan et Tel Brak, où des armées de scribes recensaient chaque grain, chaque travailleur, chaque acre. La paperasserie était devenue une arme aussi redoutable que l'épée. Pourtant, comparé au règne tumultueux de Rimouche, l'ère de Manish-Tushou fut étonnamment stable. Certains à la cour préféraient même ce nouveau roi, peut-être parce qu'il recherchait la paix, peut-être parce que son jeune frère l'avait longtemps éclipsé. Des rumeurs circulent selon lesquelles Manish-Tushou aurait joué un rôle dans la chute de son frère et qu'un conflit civil, resté secret, se préparait. Nous ne le saurons jamais. Dans ses inscriptions, Manish-Tushou affirme simplement que le dieu Enlil l'avait appelé à régner. D'ailleurs, qui aurait pu contester un décret divin? Les révoltes internes apaisées, Manish-Tushou se tourna vers l'extérieur, non par la force des armées, mais par le commerce. Les routes commerciales s'étendaient comme des artères d'Akkad jusqu'en Égypte, transportant marchandises et influences à travers les continents. L'Empire, renforcé par des décennies d'expansion implacable, s'étendait véritablement d'une mer à l'autre, des frontières escarpées de l'Anatolie au désert lointain d'Iran. Un artefact, plus que tout autre, témoigne de l'ampleur de cette réalisation, l'obélisque de Manish-Tushou, un imposant bloc de diorite noir, haut de 1,94 m, portant des inscriptions relatant les terres concédées à de puissants officiers dans la région de Kish. La pierre elle-même avait été transportée depuis Magan, dans l'actuel Oman, à travers des mers périlleuses, chargée sur des navires, acheminés par le fleuve et présentée au roi. Celui-ci y grava ces mots et la dédia à Enlil, conférant à la pierre un statut d'autorité. C'était un symbole de pouvoir que nul en Mésopotamie ne pouvait ignorer, mais même les monuments ne peuvent protéger un roi éternellement et, comme Rimouche, la fin de Manish-Tushou fut soudaine. En 2255 avant notre ère, il fut assassiné, et son fils, déjà à la tête de campagne militaire, attendait son heure. Un homme dont le règne deviendrait légendaire, un souverain qui allait mener l'empire akkadien à son apogée puis au bord du gouffre. Son nom était Naram-Sin. Un bond dans le temps nous amène au VIe siècle avant notre ère, près de 2 millénaires après l'essor et la chute de l'empire akkadien. Partout dans le monde, c'était l'époque du Bouddha, de Confucius et des premiers philosophes grecs, une ère d'idées révolutionnaires. Pourtant, en Mésopotamie, la continuité perdura. Des villes s'étaient élevées puis effondrées, des dynasties s'étaient succédées, mais la lignée culturelle s'étendait sans interruption jusqu'à Sumer. De plus, en son cœur se dressait Babylone, une cité de 200 000 âmes regorgeant de jardins, de palais et de temples. C'est là, en 550 avant notre ère, que se déroula l'une des premières fouilles archéologiques de l'histoire de l'humanité. Le roi Nabonide, fasciné par le passé, ordonna à ses hommes de fouiller profondément les ruines de Sippar et au-delà. Ils mirent au jour d'anciens dépôts de fondations dédiés aux dieux, notamment le sanctuaire que Naram-Sin avait fait construire près de 2000 ans auparavant. Nabonide restaura les vestiges, rendit hommage à l'ancien roi et tenta même de dater les artefacts, mais il se trompa d'environ 1500 ans. Le fait était là. L'héritage de Naram-Sin avait perduré. Naram-Sin fut choisi car il était devenu l'incarnation du roi guerrier parfait. Son règne représenta l'apogée de l'art, de la richesse et de la puissance militaire akkadienne. Pourtant, il resta aussi célèbre pour la controverse et pour le récit de sa chute. Tout commença par la plus grande révolte que l'Empire ait jamais connue. Lorsque Naram-Sin monta sur le trône, l'Empire était déjà en proie à l'agitation. Les cités de Kish et d'Uruk se soulevèrent. Leur révolte déclencha une réaction en chaîne. Bientôt, la quasi-totalité de Sumer, ainsi que des territoires d'Élam et des provinces occidentales lointaines, rejoignirent le soulèvement. Il ne s'agissait pas d'une simple révolte. C'était une menace existentielle, de celle qui aurait pu effacer l'empire akkadien de l'histoire. Les inscriptions de Naram-Sin relatent 9 batailles livrées à travers les plaines et les fleuves de Mésopotamie. Chaque affrontement fut une lutte acharnée, le sort de l'empire incertain, mais la machine de guerre akkadienne ne céda pas. À Kish, l'Euphrate était jonché de cadavres. Des milliers de défenseurs tombèrent. 2500 autres furent fauchés après la percée des murailles.
Les survivants subirent un châtiment ultime, leurs murailles détruites, leur ville inondée. Uruk ne fut pas épargnée. Rejointe par une coalition de cités de Lagash, Umma, Adab, Izin, Churupak et même Nippur, elle succomba à l'assaut implacable des Akkadiens. Naram-Sin fit de tous un exemple. Des milliers périrent. Des murailles antiques, dressées depuis des siècles, s'écroulèrent. Les eaux de l'inondation submergèrent des rues plus anciennes que la mémoire collective. Le message était clair, défiez l'Empire et l'Empire vous engloutira. Ce n'est qu'après avoir écrasé cette rébellion colossale que Naram-Sin put tourner son regard vers l'extérieur, vers l'expansion, la richesse et un nouvel âge de gloire impériale, mais le prix de la victoire était élevé. Le monde sous Naram-Sin. Pendant 36 longues années, Naram-Sin régna avec une vision qui s'étendait bien au-delà de l'horizon. Sous sa poigne de fer et son ambition dévorante, l'Empire akkadien connut une expansion fulgurante, son influence dépassant de loin tout ce qu'un souverain mésopotamien avant lui avait osé imaginer. Certains récits laissent même entendre que son influence gagna Chypre, cette île lointaine où le cuivre scintillait sous la terre. Sur la stèle de la victoire de Naram-Sin, il est représenté comme une figure colossale et invincible gravissant une montagne, foulant aux pieds les guerriers vaincus des hauts plateaux du Zagros. C'est une scène de domination, une image forgée pour raconter aux générations futures que cet homme ne se contentait pas de combattre ses ennemis, il les anéantissait. Certains pensent que c'est Naram-Sin lui-même qui effaça définitivement l'ancien royaume d'Ebla, mettant ainsi fin à l'une des grandes cités du début de l'âge du bronze. Pourtant, tandis que ces conquêtes s'étendaient, un phénomène extraordinaire se produisit au sein de l'Empire. Un calme étrange et rare s'installa sur le pays. Après des décennies de révoltes et de rébellions, le royaume akkadien sembla enfin respirer. Pour la première fois de mémoire d'homme, la Mésopotamie connut une stabilité diffuse mais indéniable. Dans ce calme, Naram-Sin tourna son regard vers quelque chose de plus durable que le pillage. Il voulait construire. On se souvient de Naram-Sin comme d'un guerrier, mais il était tout autant un créateur. Son règne déclencha une multitude de chantiers à travers la Mésopotamie, temples, sanctuaires et monuments qui semblaient s'élever jusqu'aux dieux eux-mêmes. Parmi eux, le joyau de la religion sumérienne, l'écure de Nippur, le temple sacré dédié à Enlil, la divinité suprême. Il ne s'agissait pas d'une simple rénovation. Naram-Sin ambitionnait de transformer l'écure en un édifice grandiose, une structure si magnifique qu'elle proclamerait la puissance akkadienne pour 1000 ans. D'anciens documents de Nippur décrivent l'immense main-d'œuvre qui travailla à sa reconstruction. Son ampleur était sans précédent. Le propre fils de Naram-Sin, le prince héritier Sharkali-Shari, veilla à ce que l'édifice porte l'empreinte indélébile de la dynastie et supervisa le projet. Les archives témoignent du nombre impressionnant de spécialistes impliqués, 77 ébénistes d'élite, 86 orfèvres façonnant des ornements sacrés, 54 charpentiers élaborant d'imposantes poutres, 10 sculpteurs ciselant des images divines et des centaines d'ouvriers venus des 4 coins de l'Empire. Tous furent convoqués pour ériger un temple digne d'Enlil et digne d'un roi qui se croyait élu des cieux. Cependant, les ambitions de Naram-Sin dépassaient même le cadre des anciens dieux. À cette époque, presque personne ne se souvenait d'un monde antérieur à la domination akkadienne. L'Empire était devenu la réalité fondamentale de la vie mésopotamienne. Les rois n'étaient plus des souverains éphémères, ils étaient les intendants d'une ère, et Naram-Sin aspirait à plus qu'à une simple intendance. Il désirait la divinité. Peut-être avait-il vu son père et son grand-père chuter précisément parce qu'ils étaient considérés comme mortels. Peut-être croyait-il qu'un roi divin ne pouvait être renversé par une rébellion. Quoi qu'il en soit, Naram-Sin entreprit de lier la religion au trône par des chaînes plus solides que le bronze. Il plaça ses filles comme grandes prêtresses à travers Sumer, forgeant un réseau de loyauté religieuse qui s'étendait de temple en temple. Partout où un dieu était vénéré, un membre de la famille royale akkadienne se tenait désormais à ses côtés, mais cela ne lui suffisait pas. Dans l'une de ses inscriptions les plus marquantes, Naram-Sin affirme qu'après avoir vaincu la révolte massive des 4 coins du monde, les habitants d'Aggad eux-mêmes vinrent à lui et le supplièrent de devenir leur dieu, ce qu'il fit.
Il s'attribua le statut divin aux côtés d'Ishtar, d'Enlil, de Dagan, d'Enki et des grands dieux de Mésopotamie. Son propre temple s'éleva à Agad, un lieu où les mortels s'inclinaient non seulement devant les dieux, mais aussi devant lui. Pourtant, plus un roi s'élève, plus les ténèbres qui l'entourent s'approfondissent, et les générations futures ne pardonneraient jamais ce qu'elles considéraient comme de l'arrogance. Des siècles plus tard, bien après que la poussière soit retombée, des poètes ont forgé un récit qui allait résonner dans toute la littérature mésopotamienne, la malédiction d'Agadé. Dans cette version légendaire, Naram-Sin devient l'incarnation de l'orgueil démesuré, le roi qui osa provoquer la colère d'Enlil. L'histoire raconte un monde où les dieux avaient délaissé Agad et où, pendant 7 ans, Naram-Sin implora un signe, un présage, un indice sur la voie à suivre pour rétablir l'ordre divin en vain. Fou de rage, il marcha sur Nippur et détruisit les cures sacrées, le sanctuaire même qu'il avait rénové de son vivant. Selon la légende, cet acte anéantit les dieux. Enlil déchaîna les Gutiens, de féroces tribus montagnardes, qui déferlèrent sur la Mésopotamie comme une tempête. La famine s'ensuivit, l'empire s'effondra et Agad fut réduite en cendres. Le message était clair, nul mortel ne devait défier les dieux. Pourtant, la vérité historique était bien plus complexe et bien plus tragique. Naram-Sin n'était pas un destructeur de temples, mais un rénovateur. Il n'était pas un homme abandonné par les dieux, mais un roi dont le règne marqua l'apogée de la grandeur akkadienne. Et pourtant, malgré toute sa puissance, il mourut comme tout homme. Paisiblement, de vieillesse, après 36 ans à façonner le monde. Ce qui suivit allait anéantir tout ce qu'il avait bâti. En 2217 avant notre ère, le fils de Naram-Sin, Shar-Kali-Shari, hérita d'un empire à son apogée, mais les empires ne s'effondrent pas en un instant. Ils se décomposent lentement, silencieusement, de l'extérieur vers l'intérieur. En seulement 25 ans, le puissant empire qui s'étendait de l'Iran à la Méditerranée fut réduit à une coquille fragile, un état croupion autour d'Agad, assiégé de toutes parts. Shar-Kali-Shari lutta sans relâche contre 2 menaces grandissantes, les Gutiens des monts Zagros et les Amorites de la steppe syrienne. Tous deux harcelèrent les frontières comme des loups encerclant un taureau blessé. Pendant ce temps, la Mésopotamie méridionale se libéra enfin de la domination akkadienne. Des révoltes éclatèrent comme des feux de brousse éteignant les derniers vestiges de l'autorité impériale. Les tablettes de cette époque sont rares, fragmentaires, et de façon frustrante, muettes sur les événements clés. Pourtant, une chose est claire, l'empire se déchirait. Après la mort de Shar-Kali-Shari, une succession de rois éphémères se succédèrent sur le trône. Aucun ne parvint à maintenir l'unité de l'empire. Leurs noms vacillent dans les archives comme des braises mourantes. Le dernier fut Shudurul. La tradition rapporte que les Gutiens auraient percé les murs d'Agad, incendiant la capitale impériale et tuant le dernier roi akkadien. Mais Agad reste introuvable. Aucune ruine mise au jour, aucune preuve définitive, seuls les récits subsistent. Ces dernières décennies, une nouvelle théorie a émergé, étayée par des études géologiques, des analyses sédimentaires et climatiques. À l'époque de l'effondrement de l'Empire, une sécheresse massive et sans précédent frappa le nord de la Mésopotamie. L'Euphrate et le Tigre s'asséchèrent, et les terres fertiles autour d'Akkad se desséchèrent. Cette sécheresse fut si terrible qu'elle contribua peut-être à la chute de l'ancien empire égyptien et de plusieurs autres civilisations de l'âge du bronze. Les terres agricoles dépérirent, et la famine se propagea comme une traînée de poudre. Les populations affamées se révoltèrent, les réseaux commerciaux s'effondrèrent, l'économie s'écroula. Sous une telle pression, même les plus grands souverains auraient peiné. Pour les Gutiens, cette sécheresse fut peut-être le coup de grâce qui les poussa vers le sud, au cœur du territoire akkadien. Qu'ils aient incendié Agadé ou qu'ils aient simplement comblé un vide, ils devinrent les nouveaux maîtres de la Mésopotamie pour plus d'un siècle. Il est clair que l'empire s'était effondré, mais l'histoire des Akkadiens n'était pas terminée. Même après la chute de l'empire, la mémoire akkadienne perdura. Des poètes composèrent des épopées sur Sargon, célébrant son ascension fulgurante et ses conquêtes. Des conteurs itinérants narraient ses exploits dans les cours et sur les marchés de toute la Mésopotamie. Cependant, Naram-Sin devint un avertissement, un exemple pour un roi de danger lié à l'orgueil.
La malédiction d'Agadé le présente comme la cause de la chute de l'Empire, bien que l'histoire raconte une toute autre histoire. Pourtant, ces deux rois, quelle que soit la manière dont on se souvient d'eux, sont devenus des figures emblématiques de l'imaginaire antique. Leurs réalisations ont façonné tous les empires qui leur ont succédé. Ils ont instauré un gouvernement centralisé, des armées professionnelles, un État bureaucratique, des réseaux commerciaux à longue distance et une administration impériale. Pour la première fois dans l'histoire, les guerres intestines des petites cités-États ont cédé la place à un monde vaste et interconnecté. De plus, leur plus grand héritage fut peut-être leur langue, l'akkadien, qui devint la langue véhiculaire du Proche-Orient pendant 1500 ans, bien après la disparition de l'Empire. Alors que les derniers vestiges de la puissance akkadienne s'évanouissaient dans la poussière de Mésopotamie, le monde ne retrouvait pas simplement son état antérieur. Un changement irréversible s'était opéré. Tandis que l'Empire s'effondrait, son souvenir se figeait en légende et son influence imprégnait chaque royaume qui lui succédait. Pendant des générations, scribes, prêtres et rois prononcèrent les noms de Sargon et de Naram-Sin avec une révérence mêlée de crainte. Ils n'étaient pas de simples souverains, ils étaient devenus les symboles de ce que l'humanité pouvait accomplir et de ce qui pouvait la détruire. Lorsque les Gutiens s'installèrent enfin comme nouveaux maîtres de la Mésopotamie, ils héritèrent de bien plus que des ruines. Ils pénétrèrent dans un monde transformé par la vision akkadienne. Au cours des siècles suivants, tandis que les dynasties s'élevaient et disparaissaient comme des empreintes dans l'argile humide, le modèle akkadien demeurait sous-jacent, visible à tout souverain assez ambitieux pour le contempler. Des cités jadis isolées et rivales apprirent à penser en termes de régions, d'alliances et de bureaucratie. Les routes commerciales tracées sous le règne de Sargon continuèrent de vibrer au rythme des caravanes bien après la disparition d'Agadé. Le mythe avait survécu à la pierre. Finalement, une nouvelle dynastie sumérienne, Ur III, émergea du chaos. Elle prétendait restaurer l'ordre des anciennes coutumes. Pourtant chaque tablette gravée, chaque loi promulguée, chaque quota de céréales mesuré devait une dette silencieuse à une capitale oubliée dont nul ne pouvait retrouver les murs. Même eux ne purent échapper à l'attraction de l'innovation akkadienne. Les futurs conquérants, des législateurs babyloniens aux seigneurs de guerre assyriens, étudièrent les vestiges de cet empire disparu. Sargon devint le prototype du souverain universel, le roi des 4 régions. Naram-Sin devint un avertissement et une source de fascination, le roi qui osa défier le divin qui gravait ses victoires dans la pierre et dont la chute résonna plus forte encore que son triomphe. Chaque empire qui suivit fut bâti sur les fondations d'Akkad, et chaque roi se mesura à l'aune de cet homme qui, parti de rien, avait transformé un ensemble de cités-États querelleuses en le premier véritable empire du monde. Finalement, l'empire akkadien s'est peut-être effondré sous le poids de la sécheresse, des invasions, des rébellions et de l'érosion du temps. Ses villes se sont peut-être tues. Sa capitale a peut-être disparu si complètement que les archéologues en traquent encore les vestiges à travers les plaines de Mésopotamie. Pourtant, les empires ne meurent pas comme les hommes. Ils se dissolvent en idées. L'héritage d'Akkad devint le socle sur lequel des siècles de souverains bâtirent leurs rêves. Sa langue se perpétue à travers la diplomatie et la littérature depuis plus d'un millénaire. Son système de gouvernement façonna des empires, des Babyloniens aux Perses, influençant même des modèles impériaux bien au-delà du croissant fertile. De plus, ces rois devinrent immortels grâce aux récits transmis de génération en génération, gravés sur des tablettes et récités par des bardes itinérants qui perpétuèrent leur mémoire longtemps après la chute de leur empire. Et en ce sens, les Akkadiens nous accompagnent encore chaque fois qu'une carte est dessinée, chaque fois qu'un royaume rêve de régner sur les 4 coins du monde, et chaque fois qu'un dirigeant croit que le monde peut être remodelé par la seule force de sa volonté. Le premier empire s'est effondré, mais le monde qu'il a engendré n'a jamais cessé de prospérer.